Le 13h sur RTI1, c'est un plaisir de vous retrouver. Voyons ensemble les titres de ce journal. L'insertion des jeunes par le service civique en Côte d'Ivoire, un engagement pour la transformation sociale avec la prise en compte des défis de la jeunesse ivoirienne. Voilà une politique d'encadrement qui répond aux problèmes d'incivisme et de marginalisation des jeunes et de chômage. On voit le développement dans cette édition. Une semaine de plus pour profiter des soldes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie décide de la prorogation du délai de la première période de soldes de l'année, initialement prévue ce 31 mars. La fin des soldes est annoncée pour le 6 avril prochain. Et puis la scène politique française est secouée ce lundi par la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. La présidente du Rassemblement national est reconnue coupable de détournement de fonds publics dans le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. L'insertion des jeunes par le service civique. Le gouvernement ivoirien s'engage à faire de ce dispositif d'encouragement à la citoyenneté un véritable outil de transformation sociale avec la création de 10 nouveaux centres, chacun pouvant accueillir 1000 jeunes. C'est une véritable politique d'encadrement qui répond bien aux problèmes d'incivisme, de marginalisation des jeunes et de chômage. La spécificité de ce dispositif et les perspectives sont présentées à la tribune d'échange Tout savoir du Centre d'information et de communication gouvernementale. Suivons le rapport de Astou Touré et Godefroy Okambawa. L'Office du service civique national s'engage à faire du service civique un véritable outil de transformation sociale. C'est ce qu'a affirmé son directeur général, Amara Koulibaly, lors de son intervention à la tribune Tout savoir sûr, une plateforme d'échange initiée par le CICG. L'Office a pour mission d'accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité. Pour renforcer cet accompagnement, son budget a connu une augmentation significative ces dernières années. Le budget de l'Office du service civique national est passé de 661 millions en 2018 à 13 milliards 329 millions 627 440 francs CFA pour ce qui concerne 2025. Cela traduit justement la volonté politique de mettre en avant la formation civique et citoyenne des jeunes. À ce jour, des actions concrètes ont été menées et d'autres initiatives sont en cours pour répondre aux défis de l'insertion et de la formation des jeunes. Depuis 2018, nous avons mis en place plusieurs centres de services civiques à travers le pays, notamment à Bembresso, Boaké, Guédipo et Gengreni. Pour amplifier notre impact, l'État a récemment validé la construction de 10 nouveaux centres, chacun ayant une capacité d'accueil de 1000 jeunes pour un investissement global de 26,6 milliards de francs CFA. 3 nouveaux centres à Arzopé, Daloa et Korogo seront également disponibles dans les mois à venir, qui seront répartis sur tout le territoire national, permettant de former 14 000 jeunes par an. Le service civique s'impose comme un levier clé pour la jeunesse et la cohésion nationale. Créé en 2007, l'Office du service civique national continue d'étendre ses actions pour favoriser l'insertion et l'engagement des jeunes. Et voilà, une semaine de plus pour les Ivoiriens pour profiter des prix bas dans les commerces. La première période des soldes de l'année ne s'achève pas aujourd'hui comme prévu, mais ce sera finalement pour le 6 avril. Une prolongation annoncée par le ministère du Commerce, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, suivant ce communiqué officiel du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie informe l'ensemble des opérateurs économiques que pour permettre aux commerçants et aux populations de réaliser des bonnes affaires, la date de clôture de la première période réglementaire des ventes soldes, initialement prévue pour le lundi 31 mars 2025, est exceptionnellement reportée au dimanche 6 avril 2025 inclus. Par ailleurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositions du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes des ventes équivalentes. Des équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie procéderont à des contrôles en vue de s'assurer de l'application effective des dites dispositions. Et voilà quelques jours donc en plus pour profiter des prix réduits. Célébration de l'Aïd el-Fitr marquant officiellement la fin du mois de Ramadan pour de nombreux musulmans en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Après une période de jeûne pendant un mois et de pratiques religieuses
intense. Des millions de musulmans se sont rassemblés dès l'aube ce dimanche pour une prière commune dans les mosquées. Une fête qui valorise compassion et solidarité. Retour en images sur ces festivités dans la ville d'Anyama avec Moussa Konaté. Après 29 jours de jeûne, ces jours de fête chez la communauté musulmane. À Anyama, ce sont des fidèles visiblement heureux qui témoignent leur reconnaissance à Allah. Pour cette fête de la rupture du jeûne ou l'Aïd el-Fitr, les prières et bénédictions portent essentiellement sur la paix et la cohésion. Que les élections qui arrivent, que tout le monde rentre dans un esprit de la paix. J'invite la classe politique, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble à Anyama pour que nous parlons de paix et que ces élections cette année se passent dans la transparence et vraiment apaisées. Fini donc le ramadan, les musulmans vont se préparer pour accueillir la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir dans 70 jours. Et avant l'Aïd el-Kébir, voyons dans le Bunkani où religion et tradition se joignent pendant le ramadan. La nuit du destin pour le peuple Kolongo est significative de fête marquée par une danse spéciale. Le Kroubi, les danseurs disposés en cercle ou en file expriment ainsi des mouvements de gratitude, de joie mais aussi d'espoir pour cette nouvelle année. Rituels et spiritualité traditionnelle présentés par Hermé Anima. Des jeunes filles sur un échafaudage à plus de 2 mètres de la terre. Tenant des queues de cheval en main, elles exécutent des pas de danse au son de la fanfare. Nous sommes à la célébration du Kroubi, une danse traditionnelle qui se célèbre traditionnellement dans la nuit du destin pendant le jeûne musulman. Pendant le mois de Carême, le 26e jour, nous on appelle ça la danse du Kouroubi. Donc chaque année, 26e jour, on se réunit à la cour royale et nous faisons cette danse de réjouissance. Cette fête revêt également une dimension culturelle particulière. Elle rassemble toutes les jeunes filles des différentes communautés vivant à Bouna. Il s'agit exclusivement de jeunes filles vierges qui, dans un moment de grande solennité, montent sur la place royale pour exécuter des danses traditionnelles, symboles de pureté et d'harmonie. Ce sont les jeunes filles allant de 1 an à 18 ans, celles qui ne sont pas mariées. Ce sont ces filles-là qui font cette danse de réjouissance qu'on appelle la danse du Kouroubi. Notable à la cour royale, Ouattara Adama rappelle que cette cérémonie est aussi un appel fort à la cohésion et à l'entente dans une région marquée par les défis sécuritaires étant située entre 2 frontières. Donc Majesté en appelle au rassemblement des filles et des fils de la région autour d'un idéal de développement, d'entente et d'amour entre les populations. Le Kroubi est traditionnellement pratiqué lors des grandes célébrations telles que les mariages, les fêtes de moisson et les rencontres communautaires. Pendant la nuit du destin, il prend une dimension spirituelle et sociale, renforçant les liens entre les membres de la communauté. Des rites spirituels et traditionnels effectués par le peuple Kolongo dans la ville de Bouna. Voyons les coopératives de potières dans la ville de Bouaké, précisément dans le village Tanou Sakassou, qui sont installées dans une nouvelle salle d'exposition-vente. Un centre offert par 2 adeptes américains de l'art céramique aux États-Unis, Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Réputé pour la maîtrise de la céramique et la poterie, Tanou Sakassou, village situé à 10 km de Bouaké, est honoré par les professionnels américains évoluant dans ce domaine. La localité bénéficie désormais d'une seconde salle d'exposition de vente, dont d'une ancienne étudiante américaine, Suzanne Siegel, et sa meilleure amie, Sandra Thomas, initiée dans la période de 1986-1988, aux techniques de pratique de la poterie par Feu Kwa Aya, une des pionnières du village. Cette salle d'exposition lui est dédiée en signe de reconnaissance pour m'avoir accueilli chez elle et pour m'avoir tout appris sur les processus de la poterie. Le secrétaire général de la coopérative des potières et le président de la mutuelle du village salue cette action de portée culturelle. Vous aurez dans cette organisation-là une caissière et il y a des espaces pour circuler facilement, librement entre les poteries. Chers artisans, prenons soin de ce joyau, faisant un véritable centre de promotion et de transmission de notre art ancestral.
Le renforcement de la formation artisanale, l'appui à la commercialisation des œuvres artisanales et la construction d'un centre socioculturel sont, entre autres, des doléances exprimées. La nouvelle salle d'exposition-vente est bâtie sur une superficie de 144 mètres carrés. La cérémonie a bénéficié du soutien des autorités locales qui encouragent l'initiative. Voilà, un centre d'exposition-vente qui développera l'économie dans cette localité, dans toute la région de Békay. Parlons encore d'économie avec cette session de formation destinée aux entreprises d'exportation. Elles sont accompagnées dans ce processus par le Fonds de développement à la formation professionnelle pour bien mener leurs activités d'exportation. Un plan donc de formation pour la formation donc des exportateurs afin de mieux s'armer face aux défis des marchés extérieurs. Le reportage de Astou Soro et Amidira Souba. Exporter ne s'improvise pas. Pour conquérir les marchés internationaux, les entreprises ivoiriennes doivent être formées et outillées. C'est le sens de la signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Côte d'Ivoire Export. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des exportateurs et à améliorer la compétitivité des produits ivoiriens. L'objectif, en fait, de mutualiser nos efforts, qui va permettre aux entreprises exportatrices de bénéficier de programmes de formation et de renforcement des capacités qui va leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de qualité, en termes de normes, en termes de connaissance du marché et en termes également de négociation de contrats commerciaux. Grâce à cet accord, le FDFP s'engage à accompagner les entreprises en leur fournissant des formations adaptées aux exigences du commerce international. À travers cette collaboration, nous nous engageons à renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes en matière d'exportation en les formant aux normes, stratégies et exigences des marchés internationaux. Accompagner la montée en compétences des travailleurs afin qu'ils deviennent de véritables artisans de la compétitivité de nos entreprises. Développer des dispositifs innovants pour favoriser l'accès des entreprises aux opportunités d'exportation. Avec cette collaboration, la mutualisation des ressources et les compétences entre ces deux institutions marque une avancée pour le secteur de l'exportation. Le secteur de l'exportation qui utilise également la voie maritime comme route d'exportation des produits de Côte d'Ivoire vers l'extérieur. Nous partons en mer à présent pour un bilan du projet Télésig Pêche. Depuis 2021, ce système travaille par la télédétection et d'information géographique pour fournir des outils d'aide à la décision pour une gestion plus efficace et durable des ressources maritimes. Un projet qui lutte aussi contre la piraterie maritime. La restitution des principales réalisations est rapportée par Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire veut lutter contre la piraterie maritime, un fléau qui met en péril non seulement l'écosystème marin, mais aussi l'économie locale des pêcheurs ivoiriens. Le pays a mis en place le projet Télésig Pêche qui vise à améliorer la gestion des pêcheries maritimes grâce à l'utilisation de la télédétection et des systèmes d'information géographique SIG. Nous avons, à partir des outils, la technologie géospatiale, trouvé les zones potentielles de pêche. À partir de cette même technologie, détecter les bateaux, tous les bateaux qui sont sur notre zone économique exclusive. Et il va sans dire qu'avec la détection de tous ces bateaux, et puisque il y a des bateaux qui se signalent, et donc on a leur position de façon officielle et ils sont sur la mer, mais il y a des bateaux qui ne se déclarent pas, qui sont pirates. Et donc ceux qui sont officiels, on a leur position GPS. Quand on fait la superposition des cas de ceux qui sont officiels et de ceux qui sont sur la mer, on trouve tout de suite les bateaux qui sont suspects et on peut les traquer facilement, on peut les appréhender pour qu'ils puissent se mettre à jour. La pêche joue un rôle crucial dans l'économie de la Côte d'Ivoire, représentant non seulement une source de revenus et d'alimentation pour des milliers de familles, mais également un secteur stratégique pour la croissance économique. À terme, ce projet ambitieux va fournir des outils d'aide à la décision pour une gestion plus efficace et durable des ressources maritimes.
Intéressons-nous à présent à un autre projet majeur dans le secteur de la santé, un projet pilote de dépistage néonatal systématique, une première en Afrique subsaharienne, lancée en 2022 à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville et à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui a permis de dépister 5 maladies génétiques congénitales chez 1000 nouveau-nés, ce qui marque une avancée majeure pour la santé infantile en Côte d'Ivoire. On peut citer parmi les maladies dépistées l'hyperthyroïde congénitale, la drépanocytose ou encore le déficit G6PD. Précision avec Amidira Souba et Ulrika Dangwa. Un projet de dépistage néonatal de 5 pathologies congénitales est prêt à être implémenté en Côte d'Ivoire, initié par l'Institut Pasteur et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ce projet vise à identifier et à prendre en charge de manière efficiente les enfants malades. L'hyperthyroïdie congénitale, la drépanocytose et le déficit en G6PD sont entre autres les pathologies ciblées par le projet. Les 5 maladies que nous avons choisies, nous les avons choisies parce qu'elles sont accessibles à être prises en charge. C'est-à-dire que les enfants vont vivre normalement pendant toute leur vie ou des fois des traitements peu onéreux. Pour la phase pilote, ce projet a permis de tester la faisabilité du dépistage sur une période de 2 ans. Cette phase pilote nous a permis de nous rendre compte de la faisabilité du dépistage néonatal en Côte d'Ivoire. Les leçons tirées de ce projet nous permettent d'identifier des pistes d'amélioration et d'envisager une généralisation future. Je saisis cette occasion pour traduire à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et à tous les acteurs de cette initiative les remerciements et les félicitations du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour cette contribution majeure à l'amélioration de la santé des nouveau-nés et des enfants en Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet de dépistage néonatal de 5 pathologies congénitales a démarré en juillet 2023 et a facilité la prise en charge de 1000 nouveau-nés pour un coût global de 75 millions de francs CFA. Naître à Bouaké et y revenir en tant que donateur, c'est ce qu'a fait un collectif des natifs de Bouaké avec une donation pour relever le plateau technique sanitaire de cette ville, un don de matériel médicaux apporté au CHU de Bouaké et au centre de protection maternelle et infantile de Sokoura, Gervais Kouassi et Soro Corona. La protection maternelle et infantile, PMI de Sokoura et la maternité du centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké reçoivent une bouffée d'oxygène. Les 2 structures sanitaires viennent de bénéficier de dons en matériel médicaux composés de potences, PSBB, sérum, glucosé, seringues, kits de prévention du diabète et bien d'autres. Des donateurs qui sont natifs de Bouaké entendent ainsi promouvoir la solidarité et le partage. On a vu le visage des mamans illuminé parce que je pense qu'il y a besoin et on appelle tout le monde à essayer de faire autant parce qu'aujourd'hui, cette population a besoin de nous, ses enfants. Mon aîné Jimmy Traoré, qui a pensé à sa ville natale, au nom de tous mes aînés, au nom de tous les cadres de Bouaké, a commencé par le maire de la ville, le ministre Amadou Koné, le président du conseil régional Jacques Assaoré et tous les autres cadres. Dire merci à un fils de Bouaké qui nous ramène quelque chose. Les agents de santé de ces 2 centres visités expriment leur gratitude aux donateurs. Les dons, on dira que c'est bienvenu parce qu'on en a besoin. Ça pourra servir pour prendre soin. Un besoin qu'on avait, que vous venez de combler. La PMI de Sokoura fait partie des centres de la Côte d'Ivoire qui abritent des unités de prise en charge de diabète. Une partie importante de ce don-là, c'est du matériel qui rentre dans la prise en charge du diabète. Donc vraiment, ça va beaucoup nous soulager. Les donateurs ne sont pas à les premiers gestes de ce genre et comptent en faire davantage. Et voilà, la solidarité et la charité sont aussi promues par la religion chrétienne. Voyons cette action des fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bouaké avec Gervais Kouassi et Soro Corona. Paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bouaké, 6 au quartier Kennedy. Le clergé et les fidèles célèbrent pour la première fois une fête de la charité. L'événement est placé sous le signe du partage et de la solidarité, dont vente aux enchères ont été les points saillants de la cérémonie en plus des prières adressées à Dieu. Les hommes de Dieu et les fidèles donnent le sens de l'événement. La base de l'Église, c'est la charité. Le Christ s'est donné pour l'humanité. Et donc, c'est une action charitable. Je demande à ce que chacun ait la main sur le cœur
C'est vrai que c'est difficile, mais il y a d'autres qui en ont encore plus besoin par rapport à nous. Étant chrétien, le Christ nous a montré la voie de la charité. Notre foi chrétienne nous oblige à partager. Parrain, le directeur général du Bureau national d'études techniques et du développement, BNET, Kinapara Koulibaly, s'est fait représenter par l'un de ses plus proches collaborateurs. Demander à tout un chacun de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, et que nous soyons tous solidaires, de travailler la main dans la main et surtout de penser aux plus démunis, parce que c'est dans l'union que nous pouvons assurer donc la cohésion sociale. Les élus locaux s'y sont associés à l'événement. Chaque fois, on les sollicite pour les prières. Mais nous aussi, en retour, qu'elles sont faites? Il faut venir les encourager. Partager ce qu'on a avec les autres est non seulement une vertu, mais aussi un acte divin. La solidarité lead les actions de Bouaké dans la région de Béké à la région du Tchologo avec 3 journées de solidarité. Une caravane d'œuvres pour la consolidation et la paix, mais aussi la cohésion. L'amélioration des conditions de vie des populations locales est également au cœur de cette caravane que raconte Kader Sogodogo. Les guides religieux des différentes confessions, les chefs de communauté et la population du Congo sont exhortés à consolider la paix et la cohésion. Une exhortation des sentinelles du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix, RHDP. Au domicile du chef canton de Congo, la présidente de ce mouvement féminin pour la cohésion sociale insiste sur l'importance de l'entraide et la solidarité pour construire une Côte d'Ivoire unie et prospère. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 3e édition des Journées de la solidarité dans la région du Tchologo. Pour cette 3e édition, le contexte il est particulier. Nous sommes dans une année électorale. Nous avons profité pour demander aux imams, aux guides religieux, aux chefs traditionnels et même à la population de prier pour les élections présidentielles à venir. Ces journées, marquées par une tournée régionale, ont également été l'occasion de souligner les nombreux progrès réalisés par notre pays dans tous les secteurs grâce à la politique de développement inclusif initiée par le chef de l'État. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes très contents. Nous prions Dieu toujours de nous soutenir. Que Dieu nous comble sa grâce. Partout où la délégation s'est rendue, des dons ont été faits. Les imams ont reçu des tapis de prière et des Corans, et les pasteurs ont reçu des Bibles. Des dons pour leur permettre de prier pour le président de la République Alassane Ouattara et pour le président du conseil régional du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de ces journées de la solidarité. La radio Fréquence 2 achève sa tournée dans les établissements scolaires. Une caravane dénommée Fréquence 2 dans mon école. Elle enseigne l'excellence depuis 6 saisons. Et pour cette année, ce sont 10 villes qui ont été visitées. La saison 2025 s'est achevée à San Pedro. Sam Conan nous raconte. L'émission Fréquence 2 dans mon école du groupe RTI au lycée moderne Inagui de San Pedro. Ce rendez-vous de l'excellence avec les élèves vise un objectif, celui de leur passer un message d'espoir. Il y a de l'espoir à aller à l'école. Et on apprend tout aussi bien à l'école publique, sinon on apprend mieux. Et les élèves qui sont aujourd'hui sur les bancs doivent savoir qu'ils ne sont pas les premiers. Ils ont des devanciers qui sont aujourd'hui dans l'administration publique, qui sont aujourd'hui dans le privé. C'est vraiment l'occasion pour les enfants de prendre conscience de ce que leur avenir se joue aujourd'hui, mais surtout de savoir que notre pays compte sur eux. À travers des rubriques telles que Bienvenue chez nous, Ma contribution, le Meet and Greet, l'encadreur en or et Mon topo pour réussir, animés par des modèles de réussite pour édifier les élèves venus nombreux. Je leur ai laissé un message qui portait sur 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'avoir un objectif précis. Le deuxième élément, c'est de pouvoir accéder à la formation. Et puis le 3e élément, c'est de savoir marcher, de choisir ses fréquentations. Nous avons retenu que les parents doivent s'adapter à leurs enfants, écouter leurs enfants et nous aussi enfants, nous mettre au travail, travailler et avoir un objectif précis. Le groupe Les Patrons a pris part à l'apothéose de la saison 6 de Fréquence 2 dans mon école, qui a parcouru au total 10 villes du pays. Rendez-vous pour la saison 7.
Voilà des élèves qui sont invités à également développer leur vocabulaire par la pratique de la lecture. Et à ce titre, je vous propose une œuvre, Lettres aux femmes, une réflexion sur le rôle et les droits des femmes dans la société. Par la présentation donc du livre, l'écrivain Ismaël Nyambo a fait le choix d'un établissement scolaire, un lycée privé, Boigny 1 de Port-Bouët, Aminata Sanogo et Davis Soyo. Une femme au teint d'ébène, en larmes, rédigeant une lettre. C'est l'image de couverture de l'œuvre Lettres aux femmes. L'ouvrage de 80 pages est le troisième du genre de l'écrivain Ismaël Nyambo. La séance de dédicace est l'occasion pour l'éditeur et l'auteur de partager un tant soit peu les interrogations sur la place de la femme dans la société. C'est au regard d'état de la société que Lettres aux femmes a vu le jour. Parce que c'est une œuvre déjà qui met en relief ou en lumière les difficultés ou les problèmes liés au divorce. Il faut dire qu'à travers déjà ce roman, le message fort qu'on lance, c'est que le divorce ne soit pas vraiment le résultat. C'est une manière aussi de sensibiliser et d'amener aussi les familles à être plus responsables. Les élèves présents interagissent avec l'auteur et l'éditeur. L'auteur décrit un peu la démission de la cellule parentale dans l'éducation des enfants. Donc on espère que lorsque les parents vont s'approprier ce livre, ils veilleront à ce que leur progéniture soit mieux encadrée et que leurs devoirs conjugaux ne vont pas influer négativement sur la vie de leurs enfants. Les élèves présents interagissent avec l'auteur et l'éditeur. J'ai une passion depuis petit pour la littérature et quand je découvre ce genre d'événement, je ne peux qu'être fier et heureux et encore motivé à continuer à travailler et à être un vrai littéraire. Je recommande l'œuvre à mes amis, particulièrement à mes camarades filles, parce que je pense que c'est une œuvre qui s'adresse beaucoup aux femmes. Après la séance de dédicace, une tournée est prévue dans plusieurs écoles de la Côte d'Ivoire. Et les femmes en société participent également au développement social mais aussi économique. La preuve avec ces 5000 femmes dans la commune de Fronan. Elles sont issues de différentes associations, mouvements de cette commune et de la sous-préfecture. Elles célèbrent l'union pour le développement du genre, la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi le développement social. Boubacar Silla et Charles Tatou. Plus de 70 associations et mouvements de femmes mobilisés à l'esplanade de la mairie de Frona. Par ce rassemblement, ces femmes décident de fédérer leurs actions afin de participer au développement et à la consolidation du vivre ensemble dans cette commune de la région du Hambol. À travers cette mobilisation, elles réitèrent également leur engagement à promouvoir la paix, la tolérance et la non-violence pendant cette période électorale. L'initiative des femmes, saluée par le maire de la commune, Kinampara Koulibaly, qui s'engage à les accompagner dans toutes leurs actions. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nous continuerons de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir appuyer les femmes et s'assurer qu'elles ont accès aux mêmes chances que les hommes. Président de la cérémonie, le sous-préfet de Frona a exhorté les chefs coutumiers et les guides religieux à reconnaître le droit à la propriété foncière des femmes, à œuvrer pour leur autonomisation économique et à sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille. Le code n'a pas de sexe. La place de la petite fille, ce n'est pas aller de puiser l'eau au marigot qui se situe à des kilomètres. La place de la petite fille, ce n'est pas aller charger le fagot. La place de la petite fille, ce n'est pas de façon précoce dans un foyer. Plusieurs femmes ont reçu chacune un complet d'épargne. Le maire de Frona a annoncé la réalisation d'une cartographie complète des besoins des femmes afin de promouvoir leur autonomisation et de garantir leur participation à la prise des décisions. L'actualité internationale, d'abord en RDC, où reprend ce lundi 31 mars les consultations du gouvernement du président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale à Kinshasa. Une semaine après, donc l'opposition reste encore sur sa position et refuse toujours une telle proposition. Le régime en place estime que le gouvernement d'union nationale devrait permettre de faire face à l'agression du par le Rwanda qui soutient les rebelles du 23.
Et l'actualité en France avec Marine Le Pen condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'applique immédiatement même en cas d'appel, et à une peine d'emprisonnement de 4 ans dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique. À l'approche de l'élection présidentielle, c'est un verdict du procès des assistants parlementaires du Front National qui pourrait donc contraindre Marine Le Pen à revoir ses ambitions pour la présidentielle. Marine Le Pen et ses co-prévenus reconnus coupables après 8 semaines de comparution. Ils étaient mis en cause dans le cadre d'un procès pour soupçon d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens. Ils ont été reconnus donc coupables de détournement de fonds pour un préjudice total de 2,9 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous avons pris grand plaisir à vous présenter cette édition. Nous vous retrouvons demain à 13h pour un autre journal. La suite de l'actualité, c'est à 15h, 18h et 20h. Vous retrouverez Marie-Laure Gourand. À demain.